Bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 25 avril 1974. La nuit tombe sur Lisbonne au moment où une chanson, la Grandola Vila Morena, retentit sur les ondes de la radio. C'est un signal. Elle vient de déclencher une révolution qui, en quelques heures, mettra fin au régime salazariste qui, depuis 1926, gouverne le Portugal. Cette révolution sans effusion de sang, qui fut la dernière d'Europe occidentale, était-elle inéluctable? Le régime empêtré dans une terrible guerre de décolonisation était-il à bout de souffle? Réponse avec notre invité Jean-Claude Rollinat. Jean-Claude Rollinat, bonjour. Bonjour Vous Guillaume. étiez là la semaine dernière pour nous parler de la Grèce, donc vous revenez cette fois-ci pour nous parler du Portugal. Alors je vous représente pour les téléspectateurs qui n'auraient pas regardé. J'ai mon rond de serviette. Votre rond de serviette. Donc vous êtes écrivain, reporter, grand voyageur devant l'éternel. Alors je ne vais pas citer tous vos ouvrages, mais uniquement ceux pour lesquels je vous ai reçu. Donc déjà paru à l'édition de l'Ancre, Evita Perón, La reine sans couronne des Descaminados, paru en 2020. Également un dictionnaire des états éphémères ou disparus de 1900 à nos jours, en 2020, paru chez Du Alpha, ou Ces drôles d'états grands comme un mouchoir de poche, 2021 toujours chez Du Alpha. Et puis tout dernièrement, un savoureux guide touristique et géopolitique des pays imaginaires de la bande dessinée en 2022, encore et toujours chez Du Alpha. Et puis je rappelle, ça c'était l'émission de la semaine dernière, les cahiers d'histoire du nationalisme chez Synthèse Nationale, le septennat des colonels. Mais aujourd'hui nous allons parler du Portugal. Nous sommes en 1974, Salazar est mort depuis 4 ans et c'est Marcelo Caetano qui lui succède. Alors comment d'abord se passe le salazarisme sans Salazar? Oui, c'est comme le gaullisme sans De Gaulle. C'est la continuité, sans changement. Le professeur Marcelo Caetano a été sollicité, effectivement, bon, c'est un juriste, il a été sollicité pour remplacer Salazar, victime dans un premier temps d'un AVC. Donc, comme vous l'avez dit, il est arrivé au pouvoir en 1926 et il l'a quitté en 1968. C'est lui qui est l'initiateur de ce qui a été appelé l'Estado Novo, qui stabilisait enfin le Portugal après moult péripéties historiques, puisque la monarchie a été renversée et la République proclamée dans la violence d'un certain côté en 1910. Et donc, il y a eu des crises financières successives. Le Portugal était évidemment un pays qui partait à volo. Et Salazar, professeur d'économie émérite, a été appelé par les militaires qui cherchaient un homme pour sauver la situation. Et effectivement, il a été l'homme qui a rétabli les finances du Portugal à un prix évidemment peut-être élevé, à savoir que la démocratie classique telle que nous la connaissons a été mise entre parenthèses pendant une trentaine d'années. D'ailleurs, je rappelle, je vous interromps à propos de Salazar, que vous avez édité toujours chez Synthèse Nationale, Salazar le regretté. Je ne l'ai pas cité dans mon introduction. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser aujourd'hui, Salazar était haï. Il n'était pas peut-être haï par certains, mais il a été regretté, puisqu'il y a eu, il y a une dizaine d'années, un sondage effectué par la radio-télévision portugaise et par la BBC. À 41%, les gens sollicités ont dit que le plus grand homme du Portugal avec Vasco de Gama, c'était Oliveira Salazar. Et pire ou mieux, Otelo de Carvalho, dont on parlera tout à l'heure, qui était au centre du coup d'État renversant le régime caétaniste, a reconnu que à l'époque, il y a une dizaine d'années, il fallait un homme comme Salazar pour rétablir le pays. J'avoue que là, c'est le clin d'œil du vice à la vertu. Donc avec Caetano, ça continue sur la même lancée, ou on sent que ça commence à patiner Ça patine parce qu'il y a quand même... Alors, il y a un parti politique qui existe, qui s'appelle l'Union nationale, qui est un petit peu l'équivalent du Movimiento Nacional en Espagne. L'Union nationale, il y a des jeunes Turcs qui commencent à trouver que c'est vieillissant, c'est moisi, il faudrait donner de l'air, ouvrir des portes
pour qu'il y ait une possibilité d'expression offerte au peuple. Parce que, évidemment, le parti unique, quand il y a des élections, vous n'avez pas grand choix, c'est l'Union nationale qui truste tous les sièges de l'Assemblée nationale. En plus, c'est un régime corporatiste, donc vous avez une chambre bis qui représente, elle, les métiers, le patronat, le salariat, etc. Puisque là, on est dans une doctrine de condamnation de la lutte des classes. Donc, si vous voulez, on est des branches verticales. Le salariat comme le patronat, c'est par branche et non pas l'affrontement classique que nous connaissons entre les pseudo-opprimés et les pseudo-possédants. Voilà. Et économiquement parlant, le Portugal s'en tire comment dans ces années 70 Tant bien que mal. Il est séché par les guerres coloniales. C'est ce qui va l'emporter, d'ailleurs, nous y viendrons. Oui, parce que c'est une exception portugaise, donc qui va avoir, c'est l'exception européenne. Son importance dans l'événement, ce sont les colonies. Parce que, alors que tous les autres pays européens, absolument. Le Portugal, lui, possède encore donc, alors, le l'Angola, Portugal le possède Mozambique, la Guinée, la Guinée-Bissau, Timor, en Indonésie. Et il avait Goa, en Inde, qui est tombé, qui a été annexé par Nehru, brutalement. Vous voyez, c'est un vaste empire, ce ne sont pas des reliefs. Donc c'est la dernière grande puissance coloniale. C'est la dernière européenne. grande puissance coloniale. Les Belges ont renoncé au Congo, la France a perdu l'Algérie, l'AOF et l'AEF. Les Britanniques, eux, ont substitué à leurs colonies ou à leurs gouvernements indirects le Commonwealth, mais qui n'est qu'une communauté aux liens très lâches. Donc, si vous voulez, les Pays-Bas, on n'en parle plus, ils ont juste quelques îles aux Antilles. Donc, c'est fini. Le Portugal est le dernier à résister. Et il est membre de l'OTAN. Et il est soutenu du bout des doigts par l'OTAN. Alors, bien sûr, les Italiens lui livrent des avions Fiat G91. Les Français livrent aussi des automobiles blindés AML Panhard, etc. Mais il n'y a pas de soutien idéologique. Le colonialisme portugais n'est pas en odeur de sainteté au sein de la communauté économique européenne, c'était pas encore l'UE, et ni au sein de l'Alliance Atlantique, dont il est membre. Et donc la grosse épine coloniale, enfin la grosse épine, c'est l'Angola, c'est le point chaud. Le problème, c'est que dans les 3 principales colonies portugaises, Guinée-Bissau, où il y a le PAIGC d'Alvaro Cabral, le Parti africain d'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, là, inflige des pertes sévères à l'armée portugaise. En Angola, vous avez 3 mouvements. Vous avez le mouvement populaire angolais d'Agostinho Neto, vous avez le FNLA, Front National de Libération de l'Angola de Roberto Holden, et vous avez l'UNITA de Jonas Savimbi, qui continuera la lutte, lui, contre le pouvoir indépendant angolais, qui sera d'ailleurs soutenu par la France, les États-Unis et le Zaïre. Et vous avez donc ces 3 forces politiques en Angola qui ont des maquis coriaces et qui infligent des pertes assez lourdes à l'armée portugaise. Ça commence quand, la rébellion ? Alors, en 1961, ça démarre en 1961, c'est terrible, ça démarre dans le sang. C'est le FNLA qui avait succédé à l'UPA, Union des populations angolaises. Dans le nord de l'Angola, ce sont des populations Bakongo, les mêmes qu'au Congo belge, et les mêmes d'ailleurs qu'au Congo-Brazza, tout autour du fleuve Congo qui se jette là, que Mobutu appelait Zaïre. Bon, bien. Un ancien nom récupéré au portugais. Zaïre. Alors, autour de ce delta, de cette embouchure du Congo, vous avez les Bakongo. Et les Bakongo du côté de l'Angola, écoutez, vont se révéler de farouches assassins, puisqu'ils vont massacrer des colons, et ils vont massacrer sans discernement d'ailleurs des Noirs et des Blancs, mais dans des conditions horribles. Je me souviens, moi j'étais encore jeune à l'époque. L'ambassade du Portugal avait diffusé, ce que n'a pas fait Israël d'ailleurs, à tort pour lui, avait diffusé une brochure avec les photos. Avec les photos. Et là, je dois dire, il faut s'accrocher pour les voir. Ce qui avait été fait par l'ami Roger Hollande au sujet de la guerre lui, d'Algérie, d'ailleurs. qui a été, lui, grand reporter. Eh bien, évidemment, ça a suscité l'horreur. C'est du même topo que ce que les félagas du FLN, au début, ont fait en Algérie. Bon. Donc, ça soude, si vous voulez, et Salazar était encore au pouvoir, ça soude les Portugais. Dans un premier temps, comme pour la France. La France était pro-Algérie française au départ. On est dans un scénario d'Algérie bis. On est dans un scénario d'Algérie bis, tout à fait, en ce qui concerne l'Angola. Je termine, le Mozambique. Au Mozambique, vous avez le Frélimo.
Front de libération du Mozambique, à la tête duquel est Samora Machel, qui mourra d'ailleurs dans un étrange accident aérien beaucoup plus tard, du côté de l'Afrique du Sud. Et alors, le Frélimo, c'est pareil. Il occupe le tiers nord du Mozambique et il mène la vie dure aux troupes portugaises. Vous imaginez un pays de 9,5 millions d'habitants devant contrôler une vingtaine de millions d'habitants, répartis sur des territoires qui sont X fois plus vastes que lui, avec une armée de seulement 200 000 hommes, mais vous imaginez 200 000 hommes pour 9 millions d'habitants, et sur ces 200 000 hommes, 120 000 sont dans les colonies. Alors, sur ces 120 000, il y a évidemment des troupes indigènes, des troupes autochtones, notamment en Guinée-Bissau, et la Guinée-Bissau, politiquement, c'est là où le Portugal a du fil à retordre, mais c'est là où il aurait pu réussir, avec le général de Spinola. Nous y reviendrons. En Angola, les colons sont 500 000. Excusez du peu, 500 000 colons pour 4-5 millions d'habitants. C'est énorme. Et ils regardent du côté de la Rhodésie. Ils voient que la Rhodésie blanche, elle survit. Ils regardent du côté de ce qui s'appelait l'Union sud-africaine, qui connaissait le régime d'apartheid où les Blancs étaient au sommet de la pyramide. Ça leur donne des idées. Et ils ont certains militaires qui sont pour eux. Donc, Algérie bis, effectivement, il y a des activistes, j'allais dire, pour Angola portugais. Et puis le Mozambique, alors le Mozambique, là, les Européens sont beaucoup moins nombreux, ils sont 100 000, ils vont, démographiquement, ils sont submergés. Bon. Donc c'est la doctrine de Salazar, qui est maurassien, hein, il est très imprégné de Charles Maurras. Le Portugal connaît un régime politique, je l'ai dit tout à l'heure, à caractère autoritaire, anticommuniste, profondément catholique et corporatiste. Et il exalte, comme les colonels grecs voulaient exalter la grandeur de la Grèce antique, il exalte la lusitanité, la grandeur de ce Portugal, qui a quand même été le premier, il faut bien le reconnaître, ce tout petit pays, ce bout de rectangle au bout de la péninsule ibérique, a été le grand découvreur du monde. Vasco de Gama, Magellan. Bon, le Brésil a été portugais. Au Brésil, on parle portugais. Bon, toute l'Inde. Vous avez Timor, ils ont été jusqu'à Timor, en Indonésie. Bon, en Inde, ils avaient des comptoirs comme nous. Et eux, ils ont essayé de les garder jusqu'au bout. Et Salazar a refusé en 61 de restituer Goa à Nehru, qui a envoyé 30 000 soldats et qui a nettoyé évidemment la petite garnison portugaise en moins de 24 heures. Donc, si vous voulez, il y a un irrédentisme. D'ailleurs, quelque part, c'est admirable, je dois dire, cette volonté de vouloir conserver l'Empire. Et alors, il y en a un, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est Spinola. Spinola est un général au fait de la gloire. Il a été proconsul en Guinée-Bissau, la Guinée portugaise, qui est coincée quelque part vers le Sénégal, si on regarde une carte, et vers la Sierra Leone, etc. Et là, il a eu du fil à retordre, parce que le PAIGC contrôle de vastes portions de territoire. Le PAIGC va même jusqu'à proclamer l'indépendance avant l'indépendance formelle que lui attribueront les capitaines du mouvement des forces armées. Alors Spinola, lui, a compris que ça pouvait pas rester comme ça, et qu'il fallait faire monter l'indigénat. Parce que dans la doctrine et la mentalité du Portugal salazariste, il y avait les colons portugais, et puis il y avait l'indigénat. Et puis quand il a senti qu'il y avait des élites qui sortaient des masses colonisées, on a créé le statut d'assimilados. Alors les assimilados, en général, c'était soit des métis, soit des autochtones, qui arrivaient au statut plein et entier de citoyens portugais. Les autres restaient au statut de l'indigénat. Et donc le général de Spinola, qui avait beaucoup étudié les lectures des officiers français en Algérie, qui avait aussi, qui regardait ce qui se passait au Vietnam. Il avait une allure aristocratique, il portait monocle et cravache sous l'aisselle, hein, le stick à la manière britannique, mais malgré cette allure aristocratique, il avait compris que ça ne pouvait pas rester comme ça. Et donc, il avait essayé d'insuffler un nouveau discours, et ce nouveau discours va trouver une concrétisation par un livre qui va s'appeler Portugal e o futuro, le Portugal et son avenir, qui sort justement en 1974, quelque temps avant le soulèvement des capitaines. Et ce livre va lui attirer les foudres du pouvoir de Marcelo Caetano, qui reste cramponné, lui, sur une vision statique de l'Empire portugais. Il n'a pas senti que les choses évoluaient.
et que les mouvements insurrectionnels étaient soutenus par les pays communistes, oui, mais qu'ils bénéficiaient... La question, ce sont tous des mouvements d'obéissance marxistes. Tous. Mais, alors, à part le FNLA. Le FNLA de Roberto Holden, lui, il était soutenu dans un premier temps par le Congo ex-belge, lequel a été soutenu par les Américains. Donc, vous voyez, bon. Et l'UNITA angolaise était soutenue par les Chinois, alors que le MPLA d'Agostino Neto était soutenu par l'URSS, comme le Frelimo de Samora Machel. Donc, la caractéristique de l'Angola, c'est que les mouvements insurrectionnels étaient partagés en 3 influences politiques extérieures, ce qui va d'ailleurs expliquer la suite de la vie politique de l'Angola. Alors, le général pond son livre, il est de tradition que ces livres soient soumis à la censure, et là, il n'est pas soumis à la censure, il est publié, et il sort en librairie. Et alors là, aux grandes dames du pouvoir officiel, qui s'aperçoit qu'effectivement, ce livre est révolutionnaire. Et que proposait le général Spinola ? Il proposait un coup de ripollinage sérieux sur l'Empire portugais qui était vermoulu. Et il proposait une nouvelle communauté lusitanienne, à savoir que le Portugal, dans sa vision à lui, n'aurait été que l'une des provinces d'un empire portugais fédéral. L'Angola, le Mozambique, la Guinée auraient été des États au même titre que le Portugal. Et il y aurait eu un gouvernement spécifique pour chaque entité et un gouvernement fédéral. C'est ce que De Gaulle a tenté de faire d'ailleurs avec la communauté française, qui n'a duré qu'un an. Il a lancé la communauté française en 59 et en 60, la plupart des pays africains accédaient à l'indépendance. Mais c'était une même inspiration. Et quel est le retentissement de ce livre dans la classe politique ou chez les militaires il est énorme. Retentissement énorme et vent de panique chez les conservateurs. Mais l'armée était déjà travaillée depuis longtemps par de mauvaises lectures. Alors, cette armée portugaise, c'est cadre, parce que les appelés, on ne leur demande pas leur avis. Il faut se rappeler... Il y a beaucoup d'appelés dans l'armée. Beaucoup d'appelés, oui. Donc ils sont envoyés également dans les... Oui, 4 ans. Ils sont envoyés en 4 ans. En 1973, on comptabilisait pour un pays de 9 millions d'habitants, 9 000 morts. 9 000 morts, 9 000 soldats portugais qui sont morts outre-mer. C'est pas rien. Bon, et évidemment, là aussi, on a envie de la quille. Donc beaucoup d'appelés. Donc beaucoup d'appelés. Et donc retentissement dans la population civile également, j'imagine. Qu'est-ce qui s'est passé en Algérie ? En Algérie, à part une minorité, les appelés étaient massivement pour leur tour. Bon, et quand il y a eu le putsch d'Alger, les appelés massivement n'ont pas suivi. Bon, donc là, ça se jouait entre militaires de métier. Or, dans les militaires professionnels, il y avait les militaires de carrière, traditionnels, pas forcément aristocratiques, issus des classes moyennes, petite bourgeoisie qui s'élève. Et puis, on a fait appel, parce que, contrairement à ce qu'on racontait aussi, on a dit que Salazar, il avait confisqué l'éducation, etc. Non, ça s'était élargi, l'école arrivait dans les villages, il y avait quand même de plus en plus de Portugais qui savaient lire et écrire, et qui poursuivaient des études. Et donc, on a eu un vivier de jeunes officiers réservistes. Et comme le Portugal avait besoin d'hommes, il a mobilisé ces jeunes réservistes. Or, est arrivée, si vous voulez, une revendication à caractère corporatif. Le MFA, Mouvement des Forces Armées, au départ, c'était presque un syndicat militaire qui réclamait d'avoir une meilleure vie, un meilleur statut, un meilleur confort. Ça a d'abord été ça. Et puis, il y a eu quand même d'autres prémices sur les craquements de l'Empire. Avant même qu'il y ait les rébellions marxistes, vous avez eu, je l'ai évoqué, l'affaire de Goa, déjà une perte terrible, mais Salazar a voulu maintenir la fiction. Il a créé un gouverneur général d'Angoa en exil, qui résidait au Portugal, car il n'a jamais reconnu l'annexion par Nehru du Goa. Et puis il y a eu une mutinerie, un paquebot, très beau paquebot en 61, le Santa Maria. Capitaine Enrique Galvão s'en est emparé avec ses partisans. Et ce paquebot de croisière est devenu pendant une quinzaine de jours la vitrine, si vous voulez, de la révolte contre le salazarisme. Et puis il y a eu un soulèvement d'une garnison à Béja, une ville de province. Et puis il y a eu un général, Moniz, qui s'est lancé dans l'aventure d'un putsch tout seul, pour malheureux. Donc, il y avait... Et puis alors, cette revendication salariale. Donc, il y a un mécontentement. Si vous voulez, ça infuse. Mais il y a toujours volonté de garder l'Empire, pour l'instant. Officiellement, il y a une volonté de garder l'Empire. Et mais les officiers, si vous voulez, qui sont sur le terrain, eux aussi, ils ont lu
les lectures de leur père algérien. Bon, eux aussi ont compris qu'il fallait changer les choses et qu'il fallait faire une révolution. C'est-à-dire faire accéder la masse de l'indigénat à un statut de citoyen. Bon. Mais cette armée va se diviser après, nous le verrons après. Après le coup d'État, elle va se diviser entre les marxistes et les anti-marxistes, et c'est ces derniers qui l'emporteront. Donc nous arrivons au coup d'État. Pas tout de suite, parce que et la population civile, elle, est-ce qu'elle est encore attachée à l'Empire? Elle bouge pas. Ah oui, sentimentalement, la population est attachée à l'Empire. Seulement, plus les appelés reviennent dans des cercueils, moins cet attachement sera fort. Est-ce que ça provoque également une vague d'émigration? Oui, alors la vague d'immigration, elle n'est pas spécialement. Oui, de deux ordres. Elle est économique. Parce qu'effectivement, beaucoup de Portugais n'arrivent pas à gagner leur vie au Portugal, qui est un pays quand même pauvre. Il est naturellement pauvre. Hein, à part quelques industries ou la pêche, etc. Bon, tout le monde connaît la morue. Non, mais si vous voulez, soyons sérieux. C'est pas un pays qui a une économie florissante. Et Salazar y est peut-être pour un petit quelque chose. Contrairement à Franco, qui lui n'a pas hésité à industrialiser l'Espagne et à l'ouvrir grandement au tourisme, Salazar considérait, c'était un homme quand même d'un autre temps. Admirable d'ailleurs comme théoricien, comme écrivain, comme penseur. Mais en tant que gestionnaire, s'il a été bon dans un premier temps, parce qu'il fallait absolument, si vous voulez, rétablir les finances, parce qu'il faut savoir que l'escudo était une monnaie très cotée. Eh bien, Salazar, lui, considérait que le paysan pouvait avoir une paire de bœufs et quelques arpents de vigne, et que ça lui suffisait pour vivre. Eh oui, mais nous étions déjà dans un autre temps. Donc, beaucoup de Portugais émigrent, et notamment en France. Et je pense que, comme le cholestérol, il y a le bon et le mauvais, nous avons eu, avec les Portugais, une bonne immigration. Alors ces gens-là, certains, pour des raisons politiques, voulaient fuir le service militaire, c'est vrai. Il y a eu des déserteurs. Bon, mais il y en a beaucoup aussi qui sont venus en France gagner leur pain pour s'acheter après la petite cacha là au pays. Hein. Voilà, donc il y a ce phénomène. Et puis alors, je reviens dessus, j'insiste, ce mécontentement des militaires pour leur solde. Bon, et alors... donc ça commence à... il parle dans les popotes... ça commence à comploter. Il y a des relais dans la société civile également? Oui, il y a des relais. Il y a aussi, au sein de l'Union nationale, le parti unique, il y a une jeune classe de dirigeants qui veut accéder au pouvoir. Or, ce pouvoir est confisqué quand même par les anciens. Or, ces jeunes futurs, on va les retrouver dans les nouveaux partis politiques de droite, notamment au CDS, plus tard. Plus tard. Alors, là, nous sommes maintenant en 74. Nous sommes le 25 avril. De deux mouvements qui se dessinent. Donc, vous avez évoqué tout à l'heure le mouvement des forces armées. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le MFA. Et il y a également le mouvement, ce qu'on appelle le mouvement des capitaines. Oui, alors c'est la même chose. L'un entraîne l'autre. Non, mais attendez, c'est en deux temps. Le mouvement des capitaines, c'est, si vous voulez, c'est les popotes. Et quand ça va être structuré par des officiers supérieurs, ça s'appellera le MFA, le mouvement des forces armées. Et donc, il y a des réunions clandestine. Oui. Alors, je suis très étonné que la redoutable PIDE, la police internationale de défense de l'État, qui était réputée pour être féroce, je suis très très étonné qu'elle n'ait pas été au courant de ces conjurations, de ces complots, de ces murmures d'arrière-boutique, et qu'elle n'ait pas sonné le tocsin auprès du pouvoir. Très étonnant, même étrange. Donc je pense que le pouvoir politique était quand même sacrément vermoulu. Et le général Spinola a servi de vitrine aux jeunes capitaines. Alors, ce mouvement des capitaines, ça grenouille, ça fermente, ça se réunit en Guinée, en Angola, au Mozambique, en métropole. Les communications, ça existe, on se téléphone, on s'écrit, etc., on se parle. Bon, et ça se structure. Et la cheville ouvrière, ça va être le major Otelo de Carvalho. Alors lui, résolument marxiste. Parce que là, l'armée, ce qui est quand même troublant, c'est que le communisme a réussi quand même à gangréner un certain nombre d'officiers, de cervelles d'officiers. Or, Álvaro Cunhal, qui est le premier secrétaire du Parti communiste portugais, il est en exil. Donc, il a forcément des relais à l'intérieur du Portugal. Il y a des cellules dormantes ou bavardes qui essayent de convaincre. Et donc ce Carvalho, il y a une espèce d'alliance objective avec Spinola, comment ça se passe?
on va se servir de Spinola comme d'une vitrine, la belle vitrine. Alors, dans un premier temps, donc, ça complote, et en fin de compte, le MFA rédige un manifeste qui sera rendu public le jour du coup d'État. Donc le MFA devient un mouvement officiel. Ça va devenir officiel le jour de la Révolution. D'accord. Il reste clandestin. Ce mouvement des forces armées est clandestin, on l'appelle initialement mouvement des capitaines. Pourquoi ? Parce que ça a d'abord été des officiers subalternes. Les lieutenants, sous-lieutenants, capitaines, majors. Les colonels et les généraux viendront qu'après. À part que vous aviez quand même Cansalves qui a été président provisoire, était Coco. Il y a eu aussi des officiers qui étaient supérieurs, gangrénés par le communisme, mais minoritaires. Et puis vous aviez aussi des officiers comme le général Cosa de Arriaga qui eux, alors là, étaient radicalement hostiles. Bon, là aussi il y a un clivage. Hein. Bon, mais en général, une armée, en général, elle est pour l'ordre, elle est plutôt à droite. Bon. En général. Bon, il y a des exceptions. Oui. Et là, il y a eu une exception au Portugal. Alors, ces officiers, se structurent, s'organisent, et, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur les ondes d'une Radio Renascença, on va entendre les premiers vers, les premières paroles d'une chanson d'un chanteur, si vous voulez, gauchiste, entre guillemets, qui s'appelait Afonso, et c'est Grandola, ville brune. Et quand les officiers qui étaient dans la combine, si vous voulez, entendent sur les ondes de Radio Renaissance ces notes, ces premières paroles, ils savent que le putsch va être déclenché. Et confirmation viendra d'une deuxième radio, une chaîne émettrice bien sûr portugaise, qui va diffuser un disque qui était convenu, dont le titre, je l'ai oublié. Et cette chanson s'appelait « Et après l'adieu ». Alors, quand les officiers vont entendre, c'est un petit peu comme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le débarquement, il descend le long de Londres. Bon, ici Londres. Là, c'est un petit peu le même genre. Donc, quand ils entendent Grandola Morena, Grandola Villebrune, et qu'ils entendent la chanson Et après l'adieu, c'est la sûreté, c'est le verrou, comme quoi il faut y aller. Alors, ils sont pas nombreux, ils sont 5000. 5000 militaires vont converger sur Lisbonne. Alors, donc, c'est le 25 avril. 1960, dans la nuit. Dans la nuit. 25 avril 1974, dans la nuit. Tout est bien préparé, les unités sont repérées. Oui. Il y avait déjà eu une petite répétition qui avait raté. Le 5e régiment d'infanterie, lui, s'était mutiné tout seul, en avance. Trop tôt. Et trop tôt. Donc là, ça avait mis la puce à l'oreille au pouvoir. Et ça a précipité probablement le mouvement, parce que le 5e est sorti de ses casernes quelque temps avant le mois d'avril. Et donc, 5000 militaires de différents régiments en métropole convergent sur Lisbonne. Et alors, même scénario qu'en Grèce, évidemment, on s'empare des ministères, on s'empare de tout ce qui est radio-télécommunication, et on essaye de faire main basse sur le président du Conseil et le président de la République, l'amiral Américo Thomas. Or, dès qu'ils sont avertis qu'il se passe quelque chose d'anormal, qu'il y a un mouvement dans les garnisons, parce que quand même, le téléphone, ça fonctionne, ils vont se réfugier, l'un à la caserne du 2e lancier, l'amiral, qui est chef de l'État, le président de la République au Portugal Salazar n'a aucun pouvoir. C'est Vincent Auriol ou René Coty, c'est l'inauguration des chrysanthèmes. Le vrai patron, c'est le président du Conseil, qui se réfugie à la caserne do Carmo, place des Carmes à Lisbonne, caserne de la Garde nationale républicaine, la GNR, qui est réputée, elle, loyaliste. Caetano, dans un premier temps, essaye de résister. Alors il téléphone un peu partout, il ordonne à une frégate qui se trouve sur l'estuaire du Tage d'ouvrir le feu sur la Praça do Comércio, la grande place de Lisbonne, qui donne sur le fleuve. Il lui ordonne d'ouvrir le feu parce que un certain nombre de blindés rebelles sont là concentrés. Notamment des blindés français, de fabrication française. Et bien entendu, la marine, pourtant réputée aristocrate, refuse de tirer sur des Portugais. Premier échec. L'aviation est mise dans le coup, aucun avion ne décolle, et bien entendu, les garnisons africaines, qui n'attendaient que ça, s'emparent du pouvoir dans les différentes capitales, Bissau, Luanda, Lourenço Marques, et renversent, si nécessaire, les gouverneurs en place, ou le gouverneur en place, eh bien écoutez, vire sa cutie
sur place. Donc, l'affaire est quand même rondement menée. Est-ce qu'il y a une résistance de la part de la police ou... Non. Non. Lapide, non. Lapide, c'est la seule Lapide va résister jusqu'au lendemain. Elle va ouvrir le feu et il y aura quelques morts, quelques victimes. Dès que la population apprend cette affaire, la radio, évidemment, l'inonde de messages en disant que cette révolution est pacifique, qu'il ne faut pas répandre le sang portugais, que nous allons rétablir la démocratie, etc., etc. Bien. Et que, dans un deuxième temps, les militaires annonceront que, en direction des mouvements insurgés de guérilla communistes et non communistes, que le Portugal va ouvrir des négociations pour mettre fin au colonialisme. Ça va beaucoup plus vite que ce que voulait faire le général de Spinola. Et alors, évidemment, pour asseoir leur pouvoir, ces officiers qui sont d'illustres inconnus cherchent une vitrine. Et ils mettent le général Spinola, qui devait être plus ou moins quand même au courant de ce qui se tramait, ils le nomment président provisoire de la République, ce qu'il accepte. Donc, la population est assez rassurée et les chancelleries européennes le sont aussi, d'un certain côté. Parce que, bon, une junte militaire, on a déjà vu le coup avec l'Espagne en 1936, on a vu le coup avec les Grecs. Là, bon, on voit le coup avec le Portugal. Bon, c'est pas dans les traditions européennes. Bon, même s'il y a eu une exception Algérie française. Donc ça rassure un petit peu les chancelleries européennes que le général de Spinola soit officiellement le patron. En réalité, il va servir d'homme de paille. Et il va être dépassé. Son ouvrage, qui rêvait d'un Commonwealth à la portugaise, d'une fédération lusitanienne, les capitaines, enfin le major Otelo Carvalho et tous ceux qui sont aux manettes, vont vite aller plus loin et entamer des négociations avec les différents mouvements de rébellion pour conduire aux indépendances. Alors je voudrais m'arrêter là. Donc est-ce qu'on peut qualifier ça on l'appelle une révolution. Alors est-ce que c'est un coup d'État, est-ce que c'est un putsch ou est-ce que c'est une vraie révolution? Alors, techniquement c'est un coup d'État. Le pouvoir politique est renversé par une junte militaire. Bon, ça c'est le pronunciamiento à la sud-américaine classique. En revanche, la suite est une vraie révolution. Parce que l'Estado Novo s'effondre, parce que les partis politiques traditionnels sont réhabilités, et les communistes reviennent. Et Mario Soares et Álvaro Cunhal rappliquent. Alors, est-ce que la population, dès le premier matin, elle suit. La population suit, descend dans la rue, il y a elle descend dans la rue, et pourquoi on l'appelle, oui, vous l'avez lâché le mot, elle fraternise, et les soldats fraternisent. Alors les soldats sont surtout des appelés. Donc je vais vous poser la question, pourquoi les œillets? C'est la fleur du moment. C'est la fleur du moment. Et donc, la population offre cette fleur aux soldats qui les mettent au bout du fusil. Si certains mettaient leur peau au bout du fusil, eux, ils mettent les œillets. Donc, c'est curieux. C'est essentiellement des garnisons non combattantes qui font le boulot en métropole. Garnisons composées d'appelés principalement. Principalement d'appelés. Alors, évidemment, certains revenaient des colonies, n'avaient pas envie d'y retourner, et d'autres étaient appelés à y partir et n'avaient pas envie d'y aller. Donc, et dans toutes les villes du Portugal, ça se passe... Alors, il y a eu des officiers qui ont été arrêtés quand même, qui ne voulaient pas suivre. Le Portugal, bon, si vous voulez, sociologiquement, le Portugal du Nord est plus conservateur que le reste. Oui. Du côté de Porto, vous voyez, Porto, Braga, etc., jusqu'à la Galice espagnole. Bon, voilà. Mais il y a des garnisons, oui, il y a eu des officiers qui ont été arrêtés par leur zone. Bon, mais il n'y a pas eu d'effusion de sang, sauf la PIDE qui a résisté, certains éléments de la PIDE qui ont résisté. Tous ceux qui gardaient les ministères ou la radio-télévision, que ce soit les GNR, Garde nationale républicaine, l'équivalent des gendarmes, ou des soldats, ou des policiers civils, ont fraternisé ou se sont rendus. Il n'y a pas eu de résistance du tout. Donc le régime, si vous voulez, était à bout de souffle, il était vermoulu. Si vous voulez, ce qui a précipité sa chute, c'est vraiment de vouloir à tout prix conserver les colonies en l'état. Si la proposition de Spinola avait été lancée un paquet d'années avant, Peut-être que, mais ça c'est de l'Uchronie, on ne le sait pas. On ne va pas le faire ici. Donc Spinola devient président de la République. Président de la République Pas pour longtemps. Pas pour longtemps. Non, il va être remercié. On va terminer là-dessus. Combien de temps il reste au pouvoir? Quelques mois.
Ouais. J'ai plus la date en tête. Il reste quelques mois. Il va être comme il va suivre l'amiral Américo Thomas, président de la République, et Marcelo Caetano, président du Conseil, qui sont mis dans un avion, direction Madère. Et après, Rio de Janeiro, en exil. Et le général Spinola va connaître le même destin. Même destin, parce qu'il y a un petit coup encore. C'est un coup de gauche, là. C'est un coup de gauche c'est les officiers de gauche qui serrent la vis. Et ils vont être, si vous voulez, de même que la Révolution dévore ses enfants, à leur tour, ils vont être purgés par des militaires de droite, notamment le général Ernest, qui sera, lui, confirmé par un vote populaire dans sa fonction. Et Ernest fait revenir Spinola. Voilà. Bon, Spinola terminera ses jours, avec évidemment quelques heures de gloire, mais sans aucun doute, c'était, si vous me permettez la comparaison, indépendamment de ce qu'on peut penser du De Gaulle de l'Algérie, c'était Spinola, un De Gaulle au petit pied. Donc après Spinola, il y a un nouveau chef d'État qui est nommé, qui est élu. Oui, alors le général Ramalho Eanes, dans un premier temps, n'est pas élu, mais il va solliciter les suffrages des Portugais et il sera, lui, brillamment élu au suffrage populaire. Oui. Donc là, c'était plutôt un homme de droite, lui. Alors oui, plutôt de droite, en réaction aux tentatives communistes de court-circuiter, de confisquer, le pouvoir pour eux seuls. Voilà. Là, il y a eu un coup d'arrêt sévère. Bon, et puis après, la vie démocratique reprend ses droits. Absolument. Et on a le retour du personnel politique. Oui. Nous avons déjà évoqué peut-être Mario Soares et puis tous les autres. Bon, voilà. Et un nouveau personnel politique issu de l'Union nationale qui a été dissoute, bien entendu. Et là, qui va créer un parti de droite qui s'appelle le CDS, Centre démocratique et social. Donc, et un petit parti monarchiste aussi. Mais il n'y a pas eu... le régime salazariste n'a pas été jugé par la suite. Il n'y a pas eu de représailles, il n'y a pas eu d'épuration, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de tribunal de Nuremberg, si vous voulez me le faire dire. Non. Bien. Et au niveau des colonies, donc ça Alors au niveau des colonies, écoutez, très ça c'est, avec de hauts et des bas, parce que il y a eu presque 800 000 retornados, c'est-à-dire les pieds noirs portugais, faut bien le dire, parce que très peu sont restés au Mozambique ou en Angola. En Guinée-Bissau, il y avait pratiquement pas de colons, mais en Angola, je l'ai dit tout à l'heure, 1,5 million, c'est pas rien. Bon, et là, évidemment, leur sort était aussi pénible que celui des pieds noirs dans l'Algérie du FLN, pareil pour le Mozambique. Donc là, si vous voulez, c'est un échec. Encore une fois, je le redis, si on avait écouté peut-être avec des si, voilà. on referait le monde. Exactement. Jean-Claude Rumina, merci infiniment. Vous avez quelques projets de livres prochainement? Ah mais j'ai dû vous le dire la dernière fois. Mais on va le redire. Mais il n'est pas encore sorti, mais il va sortir. C'est un bouquin qui s'appelle Israël-Palestine, la mort aux trousses. Ça fait très, très Hitchcockien. C'est très Hitchcockien, mais c'est pas coquin du tout. Bon. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, réalisée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Vous allez maintenant retrouver Christopher Lann et sa petite histoire. Mais avant, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt. Salut les amis, aujourd'hui on va parler des mousquetaires. Ouais, c'est le seul accessoire que j'avais, puis en plus c'est marqué 1830, donc c'est même pas bon quoi. Quand je dis les mousquetaires, je ne veux pas parler de l'image qui a été brodée par la littérature, mais bien sûr de la véritable histoire des mousquetaires. Qui étaient-ils? Des gens qui arpentaient les rues, tiraient l'épée pour défendre une jolie dame? Non. Enfin, peut-être, mais j'en sais rien. Comme l'explique l'historien René Masson, les mousquetaires étaient avant tout voués pour la guerre de siège et utilisés en tant que police politique. Sûr, c'est moins romantique. Bon, à l'origine, un mousquetaire est tout simplement un soldat qui porte un mousquet. Le mousquet, c'est une arme qui a succédé à l'arquebuse, il est donc un fantassin tout à fait banal. Mais c'est en France que le mot va prendre un sens tout à fait différent à partir de 1620 sous le règne de Louis XIII. À l'époque, les rois possédaient une petite armée personnelle qu'on appelait la maison du roi et qui faisait partie du personnel de maison. Cette maison du roi comprenait plusieurs compagnies et chaque roi avait pour coutume d'y ajouter la sienne. En 1622, Louis XIII crée donc une compagnie de mousquetaires à partir de carabiniers montés légers. Ils sont armés d'un mousquet et sont à cheval, ils ont donc une double nature et peuvent combattre à cheval comme à pied. Au début, ils servent d'escorte et accompagnent le souverain à la chasse, donc dans son intimité. C'est alors une unité à la mode qui permet l'ascension sociale et la reconnaissance sociale. Contrairement à beaucoup d'autres compagnies qui sont habillées n'importe comment et comme ils peuvent, ils sont vêtus d'un
un véritable uniforme qui les distingue des autres. Ils ont une identité forte et accompagnent la théâtralisation de l'État qui monte en puissance. Si on a une image des mousquetaires comme étant des hommes du sud-ouest, c'est tout simplement parce que les premiers capitaines, issus de la petite noblesse, étaient issus de cette région, Gascogne-Béarn. Ils ont donc recruté des gens qui étaient proches de leur entourage. Le sud-ouest était donc un vivier de choix pour cette unité car la petite noblesse du sud-ouest avait une tradition batailleuse. On le voit encore aujourd'hui, les gens du sud-ouest, je suis sûr qu'il y en a qui nous regardent, cherchent la merde. Toujours des problèmes avec eux. Sous Louis XIV, le recrutement s'étendra à l'entièreté du royaume. On va vite en faire des guerriers de choc, des guerriers voués à la guerre de siège et notamment à se lancer à l'assaut des brèches. Une tâche extrêmement périlleuse, comme vous en doutez, ben oui, vous en doutez, je le savais, et qui va occasionner de nombreuses pertes. L'unité des mousquetaires est alors non pas une garde impériale comme sous Napoléon qui reste en arrière et qui intervient dans les moments décisifs, mais le fer de lance de l'armée. Les mousquetaires sont en pointe et ils s'élancent au devant de toute l'armée. Leur combat est d'une grande violence et d'ailleurs, parmi les nombreuses pertes, on peut compter D'Artagnan qui a été fracassé par un boulet au siège de Maastricht. D'ailleurs, cette spécificité pour la guerre de siège va beaucoup servir à Louis XIV car on connaît le règne de Louis XIV et le nombre incroyable de sièges que le roi a menés. Vous voyez déjà le problème se présenter? Perte élevée dans la petite noblesse? On va pas laisser sacrifier un réservoir de cette qualité. On va alors créer très vite la compagnie des grenadiers à cheval pour servir de tampon entre les mousquetaires et l'ennemi. C'est à la fin du règne de Louis XIV évidemment que les mousquetaires sont à l'apogée de leur gloire. En plus de cette fonction de guerrier d'élite voué à la guerre de siège, les mousquetaires revêtent également une fonction de police politique comme on l'a dit au début. Eh oui, on l'a dit au début, mais fallait écouter. Dès Louis XIII, ils constituent une véritable haute police à laquelle on confie des missions spéciales et délicates et qui ont toute la confiance du roi. Cette fonction va prendre une plus grande ampleur encore sous Louis XIV, et c'est d'ailleurs les mousquetaires dirigés par D'Artagnan qui iront arrêter Nicolas Fouquet si vous connaissez l'épisode. Ils sont le bras armé du pouvoir de l'État, une arme implacable qui ferait saliver Manuel Valls. D'ailleurs je sais qu'il nous regarde, Manu. Sous le règne de Louis XV, ils deviennent rapidement une simple unité de cavalerie, et d'ailleurs à la bataille de Fontenoy, la célèbre bataille où on aurait crié « Tirez les premiers, messieurs les Anglais », les mousquetaires chargent comme n'importe quelle unité de cavalerie. Le grand théâtre équestre créé au Puy du Fou vous envoie son salut. Tu n'as rien pour te battre. Non, pas les qualités. Et j'ai juste une épée. Alors, viens nous chercher. Fontaine de grenade, castagnette et galop. Je rêve que l'eau jaillisse sous le pas des chevaux. Ils sont dissous en 1775 par le ministre de la guerre de l'époque, le comte de Saint-Germain. Il faut dire qu'il coûtait très cher et qu'on a préféré avec cet argent créer plusieurs unités de cavalerie plutôt qu'une unité de cavalerie d'élite, qui en plus ne servait plus beaucoup à l'heure où la quantité allait progressivement prendre le pas sur la qualité. L'unité va être restaurée très brièvement en 1814 sous la restauration de Louis XVIII, mais l'expérience va se montrer de peu d'intérêt, tout comme le règne de Louis XVIII d'ailleurs. Allez, mais alors pourquoi l'image que nous avons des mousquetaires, guerriers de siège, police politique, est-elle à l'extrême opposé de la littérature qu'on nous a brodée? Eh bien c'est justement à cause de cette littérature, et surtout, vous en doutez bien, à Alexandre Dumas avec ses 3 mousquetaires. De 1844 à 1850, Alexandre Dumas va publier dans la presse toute une série de feuilletons qui vont avoir un grand succès. Le problème c'est qu'il se base sur des faux mémoires de D'Artagnan. Ces faux mémoires ont été publiés en 1701 par Gatien de Courtil de Sandras qui s'est basé sur des notes de D'Artagnan
d'Artagnan, mais les a considérablement embellis. Malgré tout, comme je l'ai dit, ces feuilletons auront un grand succès parce que tout le monde se reconnaissait dans les aventures de d'Artagnan. De plus, à l'époque où le souvenir de l'épopée impériale était encore très vif, vous vous doutez bien que l'imaginaire a fait son travail. L'air romantique, évidemment, saupoudrera le tout. Ainsi, derrière le panache légendaire des mousquetaires, il y a en réalité des bons vieux grognards de la Grande Armée. Et ça, c'est beau. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de La Petite Histoire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur TV Liberté.